Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, depuis le Palais des Congrès de Paris, en direct sur Radio Imo. Bonjour à tous, nous suivons jeudi 12 décembre cette édition d'ICIMI marquée effectivement par des événements, un peu de circulation, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage, surtout à nos amis commerçants qui rament un peu en ce moment, c'est aussi le moins qu'on puisse dire. Alors je vous propose qu'on parle un petit peu politique, de politique prosaïque, adaptée, et en tout cas avec une envie réelle d'améliorer les choses, et ça nous fait du bien de rencontrer des hommes politiques qui incarnent un petit peu cette dimension. J'aimerais on présente quelqu'un qui est déjà venu sur le plateau de Radio Imo, c'est Jean-Luc Laglaise, le député de Haute-Garonne. Bonjour. Voilà, représente Modem. Voilà. Comment allez-vous, monsieur le député? Je suis ravi d'être avec vous. Alors, on a entendu beaucoup parler de vous en ce moment, et pour cause. Je vous fais le pitch. En substance, on dit, le député Jean-Luc Laglaise réforme le droit de propriété. Voilà. On parle de vous très positivement, à la fois dans les landerneaux professionnels. Les médias s'en sont emparés, vous faites pas mal de plateaux. J'aimerais, si vous voulez bien, monsieur le député, qu'on fasse un petit peu la genèse qui a amené la remise du rapport au Premier ministre que vous avez rédigé et l'adoption, effectivement, de ces amendements dont on parle beaucoup, et j'aimerais qu'on démystifie aussi peut-être certaines choses et rétablir peut-être un certain équilibre, si vous voulez bien. Oui, effectivement, il faut démystifier un certain nombre de choses. Je ne révolutionne pas le droit de propriété, je rajoute simplement au droit de propriété une nouvelle corde, de manière à ce que les Français puissent avoir plusieurs choix. Aujourd'hui, ils en ont 2 en termes de propriété, je leur en propose un 3e. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, la genèse provient de la loi Elan que nous avons votée au Parlement il y a 1 an. En tant que porte-parole du groupe du mouvement démocrate au cours de cette loi, j'avais dit au ministre Julien Denormandie, cette loi est parfaite pour réduire les coûts de la construction, et donc elle va générer effectivement des économies. Néanmoins, elle fait l'impasse pour l'instant sur l'autre aspect du coût du logement, qui est le prix du foncier. Et donc, je lui ai dit, j'ai peur que toutes les économies qui vont être faites sur le coût de la construction soient captées par les propriétaires de foncier, et qu'au global, le prix du logement ne baisse pas. Et donc, je lui avais dit, il faut lancer peut-être une mission de réflexion sur pourquoi il y a une inflation foncière et comment on peut faire pour la contenir. Et en gros, il m'a dit chiche. Et Combien 2 ans de travail sur le rapport? 1 an de travail sur le rapport? Presque 1 an de travail. Presque 1 an de travail. Voilà, en début d'année. Beaucoup de consultations, de rendez-vous qui ont abouti. Alors, est-ce que quelque part, même si effectivement vous ne révolutionnez pas au sens où vous l'exprimez le droit de propriété, vous introduisez quand même la notion de la séparation du bâti et du foncier. Oui. C'est une notion qui est absolument validée par l'ensemble de la communauté des pros. Complètement. C'est une notion qui a été particulièrement bien accueillie, mais il faut voir d'où elle vient. Oui. C'est pas même si j'avais peut-être ça dans l'idée avant d'être député, il y a un certain nombre de choses, et notamment les 232 entretiens que j'ai menés au cours de cette mission, m'ont conduit à formaliser un certain nombre de choses. Il faut voir qu'aujourd'hui, ne peuvent habiter dans les zones tendues que les personnes les plus riches de la population, qui ont les moyens de se payer les appartements au prix où ils sont, ou une partie de ceux qui peuvent bénéficier de logements sociaux. Et tous les Français de classe moyenne s'éloignent vont à 10 km, du travail, 20 km, absolument. Et souffrent, et on le voit absolument. En plus actuellement avec les grèves dans les transports, souffrent de ne pas pouvoir se rapprocher de leur lieu de travail. Et donc c'est la galère pour toutes les classes moyennes en France. Et donc il fallait trouver un moyen pour faire en sorte que ces personnes puissent revenir habiter en ville, puissent revenir être propriétaires en ville d'une manière ou d'une autre. Sachant qu'aujourd'hui, le prix du foncier dans un logement et dans une opération de construction peut varier de 30, 40, 50% du prix du logement, même 58% dans certains programmes à Paris. Vous vous rendez compte à quel point le poids du foncier est extrêmement important. D'où l'idée de le découpler et de dire le foncier peut peut-être rester la propriété d'une collectivité locale, par exemple une mairie, un département, une région, ou un établissement public. Quoi, un droit d'usage ? Et céder, en tout cas, une possibilité de construction sur ce... C'est du démembrement, Jean-Luc Laglaise ? Ce n'est pas du démembrement. Le démembrement, c'est ce que j'appelle le deuxième droit. Le démembrement, c'est d'un côté séparer la nue propriété, de l'autre côté l'usufruit. Oui. C'est ce qui permet, par exemple, de construire les viagers.
Donc c'est totalement différent. Là, je vous propose une dissociation. Le foncier appartient à une collectivité publique et le bâti appartient à la personne qui y habite dedans. Voilà. Pendant une durée définie ou pas ? Non, je souhaite que ça soit une durée totalement indéfinie. C'est pour ça qu'il faut passer par la loi pour faire en sorte que les baux amphithéotiques puissent être rechargeables. Aujourd'hui, ils seront à durée limitée. Jean-Luc Laglaise, quand on vous dit, Jean-Luc Laglaise, que c'est du droit anglo-saxon ou c'est inspiré d'une forme de droit anglo-saxon et qu'on glisse vers l'amphithéose, vous dites non. Je dis que l'inspiration peut effectivement provenir du droit anglo-saxon ou du droit qui existe à Amsterdam ou du droit qui existe à Singapour. Absolument, voilà. Absolument. Mais par contre, je mets les garde-fous par rapport à ça. Et notamment, qu'est-ce qui pose problème dans le droit anglo-saxon ? C'est que les propriétaires du foncier restent des privés. Et donc, ce que je mets en place, c'est une société d'économie mixte à capitaux majoritairement publics, de manière à ce que la spéculation sur le foncier ne se transforme pas en spéculation sur les parts. Donc, dans la mesure où le foncier restera public ou à capitaux majoritairement publics, il n'y aura pas de spéculation sur les parts. Alors, ce que vous dites, c'est valable pour les établissements publics qui détiennent du foncier. On est bien d'accord ? C'est valable pour les établissements publics qui détiennent ou qui achètent du foncier. Ok. Est-ce que ça pourrait être le cas à terme avec des propriétaires qui diraient, je conserve par exemple des foncières qui conserveraient la propriété des terrains et céderaient le bâti ? C'est possible ? C'est déjà possible. Oui. C'est déjà possible aujourd'hui, oui. Mais avec un bail amphithéotique à durée limitée. À durée limitée. Donc, est-ce qu'on pourrait, si on exponentialisait, est-ce que ça pourrait ? C'est possible aujourd'hui. Par exemple, les hospices civils de Lyon le font. Oui. Mais avec un bail à durée limitée. Alors, moi, j'y vois un avantage énorme. Je vous le dis franchement. Je vous l'ai dit hors antenne. J'y vois un avantage énorme. C'est que je pressens que ça va permettre justement à des Français moyens de réinvestir peut-être des centres-villes. S'il y a un jeu des collectivités incitant effectivement les personnes à revenir, on évitera les phénomènes de gentrification que vous connaissez bien, qui sont délétères, il faut le dire, c'est important, c'est délétère, et revenir à une vraie mixité. Je trouve que c'est un moyen qui est extrêmement ingénieux. Comment ça a été accueilli par la communauté de vos collègues parlementaires ? Apparemment, vous faites l'unanimité sur ce rapport. Il était finalement attendu. Pourquoi Jean-Luc Laglaise n'est pas venu plus tôt ? Parce que c'est pas non plus. Il y a eu des inspirations qui ont été faites par des professionnels. En l'état, on peut estimer. Alors, je sais pas si vous avez des statistiques là-dessus, mais on peut estimer que ça va rebooster, entre guillemets, peut-être provoquer ce fameux choc d'offres dont nous promettaient les éléments Julien Normandie et le gouvernement. C'est tout simplement parce que ce rapport, il n'est pas venu d'une part ou d'une autre de l'un des métiers de l'acte de construire. Si j'ai voulu rencontrer tout le monde, c'est-à-dire les bâtisseurs, mais également les aménageurs, les collectivités locales, les élus, les administrations et autres, c'est pour entendre ce que chacun avait à me dire sur l'acte de construire. Ce que j'ai pu réaliser, c'est que chacun avait une très bonne idée sur ce que devaient faire les autres maillons de la chaîne, mais considérait qu'eux avaient déjà fait leur part du travail. Et donc, si on mettait bout à bout tout ça, on avait la sensation que tout était bloqué. Et donc, j'ai cherché à remettre en fait de l'huile dans ces rouages-là et de remettre un certain nombre d'éléments que j'avais déjà plus ou moins en tête, ce qui provient également de mes fonctions d'élu local. Je suis président de la commission aménagement et politique foncière de la métropole de la 4e ville de France. Oui. J'ai également un passé professionnel de conseil en gestion de patrimoine, conseil juridique et fiscal. Donc j'avais déjà... Vous venez quand même du Sérail. J'avais déjà un certain nombre de vision sur où ça bloquait. Voilà. Et quand un certain nombre de personnes de l'acte de construire me disaient il faut enlever le permis de construire au maire parce que c'est là où ça bloque, c'est eux qui font construire trop bas et autres, j'avais dit, je peux pas parce que moi-même je suis élu local, donc je sais à quel point c'est important que l'élu local ait ce pouvoir-là, parce que c'est le seul qui a la vraie légitimité. Et qui a une vision de son territoire, bien sûr. Qui a une vision de son territoire. Deuxièmement, je fais partie du groupe du Mouvement démocrate, qui est quand même l'un des groupes qui défend le plus les collectivités locales, donc jamais je n'enlèverai du pouvoir au maire. Au contraire, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de culture du foncier chez les maires qui n'en ont pas tous. Et donc, c'est tout un tas de mesures qui sont donc dans mon rapport. Il y en a plus de la moitié des 50 mesures qui sont à destination des maires pour les aider, pour leur donner des outils complémentaires, pour leur donner plus de culture du foncier. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle d'un sujet parmi ces mesures que vous avez proposées. Il y a la suppression en 2021 des ventes aux enchères lors des cessions de foncier par l'État ou les collectivités locales.
aux motifs qu'elles ont. Alors, je lis l'article de nos confrères de Capital, que j'ai trouvé assez synthétique. Je vais vous demander de réagir. Un impact délétère sur les prix. À l'initiative de La République En Marche, elle a été limitée aux zones tendues. Julien Normandie se vantait déjà d'un changement majeur et l'arrêt du toute adjudication, quoi. Je trouve que c'est extrêmement important. Une collectivité locale ne se rend pas obligatoirement compte qu'elle est également actrice de l'augmentation des prix du foncier au moment où elle vend son foncier. Quand une collectivité locale qui a un foncier de quelques centaines ou milliers de mètres carrés, qu'elle évalue elle-même à 1,2 million et qu'elle lance aux enchères et qu'elle finit par le vendre à 5 millions d'euros, il y a un problème. Parce que même si ce foncier n'est pas si grand que ça en lui-même, bien sûr, il génère une nouvelle référence dans tout le quartier. Absolument. Et donc l'influence est énorme. Une influence délétère qui augmente les prix et qui forcément éloigne des populations des centres-villes. Bon, on ne va pas toujours prendre Paris comme exemple, mais ça reste quand même très significatif. L'exemple dont je viens de vous parler est un exemple de Toulouse. Ah oui, quand même. Mais alors une dernière chose, on attend les ordonnances ? On attend d'abord que le texte passe au Sénat. Ah oui, que le texte passe au Sénat. Il passe au Sénat. Quand est-ce qu'on verra ? Tout début avril. Voilà, quand est-ce qu'on verra l'application ? Alors c'est très simple. Donc au Sénat, on va encore faire des retouches, notamment sur l'article 1. Je pense qu'il ne faut pas limiter l'absence d'adjudication aux zones tendues. Je pense que pourquoi parce que si l'effet est délétère en zone tendue, il est délétère partout, même en zone détendue. Vous lancez un appel d'offres sur un terrain, même en zone non tendue, cet appel d'offres va générer une augmentation. Vous voulez dire que même dans zone détendue, il y a un effet spéculatif si on devait ? Il y a obligatoirement un effet d'augmentation artificielle des prix, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, on va certainement proposer aux sénateurs, et les sénateurs l'étendre aux zones tendues et aux zones détendues. Voilà, les sénateurs vont de toute façon faire aussi des propositions, on va travailler avec eux. L'objectif est qu'au moment où le texte va revenir à l'Assemblée, on puisse le voter de manière conforme, c'est-à-dire que dès qu'il repasse à l'Assemblée, la loi est immédiatement exécutoire. Le calendrier, c'est prévu sous quel... Donc avril au Sénat, et à la rentrée parlementaire à l'Assemblée. Voilà. Donc il faut souhaiter 2021. Donc le temps que le ministre va travailler en temps masqué sur les ordonnances. Et fin 2020, début 2021, effectivement, tout est exécutoire. D'ici là, avec votre sac, vous allez faire les routes de France, évangéliser les populations, faire de la pédagogie. D'ici là, je vais également évangéliser Bercy s'ils le veulent bien, parce que dans mon rapport sur les 50 mesures, il y a des mesures d'ordre fiscal qui sont particulièrement attendues par la profession. Là, c'est un peu plus effrayant quand on vous écoute, parce qu'on se dit que c'est pas gagné d'avance. Rien n'est jamais gagné d'avance, mais on est aussi élu là pour se battre. Résolu et déterminé. Je vous reconnais bien là, Jean-Luc Laglaise. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Radio Imo. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Si vous permettez, je vais vous prendre en otage devant nos auditeurs, puisque on en a parlé hors antenne, vous m'aviez déjà dit que vous étiez d'accord, d'organiser un grand débat public dans nos studios de la Rue Réaumur, justement sur ce sujet, pendant 1 heure, voilà, qu'on prenne le temps d'aller au bout de ces éléments avec des usagers, des personnes, des clients qui, effectivement, parfois s'éloignent de leur lieu de travail, et des professionnels pour, justement, encore une fois, faire preuve de pédagogie sur ce projet formidable que vous avez introduit au Parlement. Vous en êtes d'accord ? Je pense que ce sujet est suffisamment sérieux pour aller jusqu'au bout des questions que se posent les auditeurs. Écoutez, moi je considère que c'est une révolution dans notre métier. Vous voyez comme quoi je suis déjà converti à votre cause dans une certaine mesure. Je serai avec vous. Merci beaucoup Jean-Luc Laglaise. Je rappelle que vous êtes député de Haute-Garonne pour le MoDem. On est ravis de vous avoir eu sur le plateau. Je vous souhaite un excellent CIMI. On se retrouve dans quelques instants avec un grand patron de l'immobilier, Olivier Vignol, le directeur général d'ICAD, sera sur notre plateau dans quelques minutes. À tout de suite. Au revoir monsieur le député. Au revoir et merci beaucoup. Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, depuis le Palais des Congrès de Paris, en direct sur Radio Imo.